Bonsoir à tous. À la une de ce journal rétrospectif, les rebelles du M23 quittent la ville de Goma. Des dizaines de camions avec à leur bord des combattants sont partis du chef-lieu du Nord Kivu. Entre-temps, la police congolaise arrive en grand nombre pour remplacer les rebelles. Pendant ce temps, à la demande du bureau du Sénat, 3 membres du gouvernement étaient lundi devant la Chambre haute du Parlement pour fournir des explications sur la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi des mesures que le gouvernement préconise pour sortir de cette grande impasse. La MONUSCO se dit préoccupée par la dégradation rapide de la situation sécuritaire dans l'est du pays avec l'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23. Le général Bassé indique qu'en dépit du climat de panique, les casques bleus ont pu mener d'intenses patrouilles pour la protection des civils. Autre chose, ces discussions entre experts des deux Congos sur la construction d'un pont route-rail qui va relier Brazzaville et Kinshasa. La bonne nouvelle, c'est surtout le prolongement du chemin de fer qui quittera la capitale jusqu'à Ilebo. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Brazzaville. Merci à vous d'avoir choisi l'une des meilleures rédactions du pays. Je vous le disais, la MONUSCO se dit préoccupée par la dégradation rapide de la situation sécuritaire dans l'est du pays, avec l'occupation bien sûr de la ville de Goma par les rebelles du M23 qui d'ailleurs commencent déjà à quitter la ville. Le général Bassé indique qu'en dépit du climat de panique, les casques bleus ont pu mener d'intenses patrouilles pour la protection des civils. Le chef militaire onusien en RD Congo annonce que les troupes des Nations Unies vont occuper la zone neutre de délimitation contre les FARDC, compte rendu Christophe Kamanda et Fiston Bouili. Face aux pressions et accusations de la population congolaise, la mission onusienne ne pouvait rester longtemps muette. Ce contact avec la presse est mis à profit par les responsables pour prendre leur propre défense. Il aura permis à la MONUSCO de démontrer à travers ses interventions à la ligne de front qu'elle n'est pas du tout passive comme le prétend une certaine opinion. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a voulu lever l'équivoque sur le rôle de la mission dans le monde et en RDC en particulier. Nous étions très engagés pour essayer à combattre l'offensif de l'M23 en collaboration avec les forces de la FARDC, surtout vers Kibumba et Kibate, des points défensifs établis par un plan conjoint de la défense de Goma pendant l'offensif. Nous avons pris la décision de ne pas faire de combat contre elle dans la ville. Et même, je voudrais dire qu'il aurait été irresponsable de lancer des combats dans la ville avec les dégâts inévitables, humains ainsi que matériels, qui est lié avec un combat dans la ville. C'est à une véritable rétrospective des interventions de la MONUSCO en RDC que les hauts responsables de la MONUSCO se livrent depuis l'entrée du M23 à Kibumba jusqu'à la prise de Saké. Ainsi, 1550 casques bleus ont été déployés pour assurer 480 patrouilles militaires dans le seul but de protéger les populations civiles du Nord Kivu. Nous tenions une position très forte à Kibati et les FARDC à Kibati hauteur. Et à ce moment-là, nous avons lancé une dernière attaque d'hélicoptères avec 80 roquettes. Mais malheureusement, le dispositif FARDC, sous les tirs d'artillerie et la pression, s'est effondré. Quoique l'Est du pays accuse une accalmie depuis 2 jours, la situation humanitaire demeure préoccupante. À ce jour, on compte environ 140 000 déplacés internes à Goma, dont 2300 ont manifesté la volonté de rejoindre le camp des déplacés de Kanyarushima. La vraie cause de la guerre semble désormais connue de tous, c'est le découpage du Nord Kivu en 2 provinces. Le potentiel qui fait la révélation se fonde sur la question orale avec débat du sénateur Mokonda Bonza. Les riches espaces de Massissi et Rutshuru sont visités, tout comme le pétrole, les terres rares et les mines de coltan de cette partie du pays. Comme quoi, c'est la balkanisation pure et simple du pays qui est en marche. Commentaire de la rédaction avec Oscar Pakandoa.
Le premier objectif est donc la balkanisation de la RDC. Selon le quotidien Le Potentiel, celle-ci passe dans un premier temps par l'annexion des provinces de l'Est aux voisins directs très intéressés, à savoir le Rwanda et l'Ouganda. Les provinces concernées sont entre autres le Nord Kivu, le Sud Kivu et une partie de la province orientale. Le deuxième objectif consiste à faire main basse sur les richesses de la RDC. Voilà qui explique les stratégies mises en œuvre par les concepteurs du projet de balkanisation du Congo, au nombre desquels se comptent les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Ces grandes puissances occidentales opèrent par les biais de leurs sous-traitants que sont les régimes en place à Kigali et à Kampala. Sous l'instigation de leurs commanditaires anglo-saxons, le Rwanda et l'Ouganda, ces courtiers des mauvais aloi, ont créé en RDC des seigneurs de guerre et monté des groupes armés auxquels ils ont donné des colorations internes. Les menées militaro-politiques de ces forces négatives s'accompagnent d'exploitation illégale des ressources naturelles, des territoires et localités qui échappent à l'autorité de l'État. Démarrée en 1996, l'aventure hégémonique ne s'est pas estompée, au contraire, elle s'est accentuée avec comme récurrence les conflits armés nés de revendications politiques et identitaires oiseuses. Le dernier sprint de cette chevauchée à la Don Quichotte est la prise de la ville de Goma par une des dernières créations des balkanisateurs, à savoir le M23. Voilà dans quel projet se trouvent impliqués les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. La question qui taraude l'opinion nationale est celle de savoir pourquoi les USA en particulier choisissent de s'associer aux bandits et autres contrebandiers pour piller les richesses du Congo. Que gagnent-ils aujourd'hui en entérinant l'éclatement du Congo? Faut-il tuer les Congolais, affaiblir les institutions de la RDC et la morceler pour accéder à ces richesses? En bloquant les sanctions que mérite ces tandem Kigali M23 indexé par un rapport des experts de l'ONU dans la crise congolaise, les USA se révèlent un partenaire à double face. À la lumière des derniers événements, les USA devraient cesser de se dire champions de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Ils n'ont plus de leçons à donner, surtout pas aux Congolais qui réalisent désormais que le complot anglo-saxon est bien réel. Réévaluation ou pas, négociation, cela seulement après le retrait du 1-23 de la ville de Goma. La précision est de taille. Au cours d'une conférence de presse animée mercredi dans son cabinet, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a tenu à fixer l'opinion sur les conclusions de Kampala 5 qui ont décidé ce retrait. Mounir Fobosso. Le gouvernement congolais est formel. Il n'y aura pas de négociation avec le M23. Lambert Mende tente d'expliciter la décision prise par le chef d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. À en croire le porte-parole du gouvernement, Kampala 5 s'inscrit dans la démarche de réduction des tensions, d'écoute et de réévaluation de l'accord du 23 mars et non des négociations avec le M23. C'est le lieu de rappeler que c'est l'effectivité de ce retrait qui ouvrira la voie à la réévaluation par le président et le gouvernement des accords de 2009 et pas l'inverse. La réévaluation de l'accord de 23 mars 2009 n'amènera jamais ce pays à exonérer de leurs responsabilités les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Accusés d'avoir prêté main forte au FDLR et au Maïmaï qui mardi à l'aube ont mené des incursions sur le territoire rwandais, Lambert Mende balaye d'un revers de la main cette accusation. Le porte-parole du gouvernement, qui qualifie pourtant les FDLR des forces négatives, dit ne pas comprendre que les FARDC soient impliqués dans une attaque qui proviendrait de Kibumba, localité sous contrôle de M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à signaler qu'il n'existe aucune forme de collaboration entre les forces négatives FDLR et les forces armées de la République démocratique du Congo. Quant à l'occupation de Goma et des exactions commises par le M23 sur les populations civiles, Lambert Mende les qualifie de pogroms. De sources hospitalières et municipales, les assassinats ciblés perpétrés par le M23 ont coûté la vie
à 64 Congolais. Les efforts que déploient les pays de la région des Grands Lacs, l'Union africaine, la communauté internationale et plus particulièrement la France et les États-Unis qui ont manifesté leur solidarité à l'égard du peuple congolais et condamné la violation de la souveraineté de la RDC ont été salués par le gouvernement congolais. Embargo sur la vente et la livraison d'armes aux groupes armés actifs en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies prolonge l'échéance jusqu'en 2014. Dans sa nouvelle résolution adoptée mercredi, le Conseil condamne également la rébellion du M23 et ses soutiens extérieurs, mais sans les mentionner explicitement. Les détails dans ce commentaire de Patrick Chamala. Pour le journal Le Potentiel, ce sont des sources du ministère des Affaires étrangères qui livrent l'information sous le couvert de l'anonymat. L'évaluation de l'accord du 23 mars 2009 aura lieu incessamment. Ce n'est qu'une question de jours, d'autant plus que la réunion interinstitutionnelle en a fait le principal sujet de sa séance de mercredi 28 novembre. Cette fois, des leaders de la majorité, de l'opposition et de la société civile sont associés aux discussions. Hors de question de mettre face à face, sans témoin, le gouvernement et le M23. Mais toujours selon les mêmes indiscrétions, il apparaît que le format de ces prochaines discussions serait réduit au strict nécessaire. Il est avancé le nombre de 30 participants en lieu et place d'une multitude, souvent à la base de la foire d'empoignes interminable. Cet aspect résolu, l'autre en lien avec la durée des travaux, trouve également solution. Ceux-ci ne dureront que 15 jours maximum. Aucune rallonge ne sera tolérée ni proposée alors que l'ordre du jour est clair et précis. Rien que l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009, lequel accord, comme on le sait, a offert le prétexte à la guerre que mène actuellement le M23 en sa qualité d'émanation du signataire d'alors qui est le CNDP. La délégation de Kinshasa est invitée à rester vigilante. L'interlocuteur n'est pas un enfant de cœur à qui l'on va donner des ordres ou faire des remontrances. Il est détenteur d'un agenda caché qu'il peut actualiser en cas de distraction de la partie gouvernement. Le M23 fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder un pied ferme sur Goma et ses environs de manière à mettre en marche le projet de balkanisation de la RDC qui s'accompagne du pillage des ressources de l'ex-colonie belge. Il s'ensuit que les discussions sur la remise en cause de l'ordre institutionnel actuel ne devront pas être inscrites à l'ordre du jour de cette rencontre. Celle-ci pourrait trouver des solutions sur le plan interne au pays. Cette rencontre appelée à être convoquée au courant de la semaine prochaine, sauf changement de dernière minute, vise à vider de leur substance les revendications du M23 ayant conduit à la guerre que tout le monde déplore. La délégation qui viendra de Kinshasa ainsi que celle du M23 devront mettre en avant-plan l'intérêt supérieur du pays en lieu et place de leurs propres revendications, légitimes soient-elles. De la même manière, les délégués de Kinshasa devraient éviter de tomber dans le piège des compromissions qui voient souvent le jour dans pareilles circonstances. Chose promise, chose due, les 3 membres du gouvernement convoqués par la Chambre haute du Parlement pour être entendus sur la question de l'Est se sont finalement présentés lundi devant les élus des élus. Le ministre de l'Intérieur a répondu sans débat à 2 questions relevant de sa compétence. Quant à ses collègues de la Défense et des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ils ont jugé hasardeux de répondre à des questions cruciales sur la vie de la nation dans la précipitation. Ils ont par ailleurs demandé aux sénateurs de leur accorder un délai, et oui, pour se faire entendre. Serge Koueté, Blanchard Canto. Ils étaient tous là, les 3 membres du gouvernement visés par la question orale avec débat, initiée par le sénateur Mokonda Bonza. Seulement Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, et son collègue de la Défense, Alexandre Loubatambo, vont solliciter de la plénière un sursis en vue de revenir devant les élus des élus très prochainement, compte tenu de la délicatesse de la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Le seul ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguezemans, a fait son exposé.
au sujet des manifestations qui ont eu lieu à travers le pays après la chute de la ville de Goma. Le ministre a fait état de nombreuses pertes en vies humaines et dégâts matériels, notamment à Kisangani, Bunia, Isiro, ainsi que dans d'autres villages de la province orientale. Quant aux efforts déployés par le gouvernement pour garantir la stabilité à travers le pays, Richard Mouyej-Monguezé affirme que toutes les institutions provinciales ont été mises à contribution à cette fin. Un débat est prévu pour la semaine prochaine autour des différentes questions devant les élus des élus. Situation sécuritaire toujours dans l'est de la RDC. Les élus du peuple ne se sont pas parvenus à débattre dans la question alors que le Premier ministre Matata était invité pour éclairer toute la nation à travers les députés nationaux après l'intervention du chef du gouvernement sur cette question cruciale, épineuse qui préoccupe toute la nation. Les élus de la majorité n'ont pas voulu qu'un débat soit ouvert. C'est dans une situation confuse que la séance plénière a été suspendue parce que ceux de l'opposition ont exigé un débat contradictoire. Les détails avec Oscar Lacazette. Après un débat houleux, la veille, sur le rapport de la commission ECOFIN, les élus du peuple ont donné leur feu vert aux prévisions budgétaires de l'État pour l'exercice 2013. Des réaménagements internes ont été opérés pour certains équilibres, conformément aux orientations de la plénière. Le vote de cette loi fait plaisir au président de la commission. Nous sommes fiers d'avoir quand même doté à la République d'un outil de gestion important. Parce que comme vous le savez, le budget, c'est la traduction chiffrée de l'ambition d'un État, d'un pays, pour prendre en charge son peuple. Quelle a été la répartition de recettes additionnelles estimées à plus de 500 millions de dollars américains? Le président de l'ECOFIN explique. Nous avons pu quand même dégager environ 500 millions de dollars de recettes additionnelles que nous avons dû affecter aux secteurs vitaux de la République, en commençant par l'armée et les autres services sociaux, comme les actions humanitaires par rapport à la situation de nos populations à l'Est qui fuient leurs maisons, leurs habitations. Et nous avons naturellement renforcé les infrastructures, le développement rural, l'agriculture et beaucoup d'autres secteurs importants. L'Assemblée nationale a accompli sa part de contrat. Le texte voté sera envoyé à la Chambre haute du Parlement pour un autre examen. Le monde découvre les manigances du Rwanda et de l'Ouganda. Finalement, semble dire le quotidien, le potentiel. Le journal se réjouit surtout de l'implication de l'Angola, mais aussi du Congo-Brazzaville. Les déplacements du président Denis Sassou Nguesso à Kigali d'abord, puis à Kinshasa le prouvent. Sans oublier l'émissaire de l'Angola qui parcourt la capitale et plusieurs capitales pour plaider la cause de la RDC. Ce sujet a inspiré ce commentaire de la rédaction. Suivez. Tout le monde est désormais au courant. Les visées hégémoniques du Rwanda sur la RDC ont été mises à nu. C'est un énième rapport des experts qui vient faire tomber le masque. Ces pays ont été nommément cités par rapport au soutien qu'ils apportent aux rebelles du M23. Ces deux nations se trouvent sur le banc des accusés. Kinshasa, la victime, suit jusqu'au bout la logique des négociations par la voie diplomatique. Si la piste de la guerre n'a pas donné des résultats attendus, c'est sur les plans diplomatiques, par contre, que la RDC damet des pions à ses voisins belliqueux. La négociation a été rude, diverses stratégies sont venues en appui pour obtenir des grands résultats. Kinshasa s'est même tourné vers Brazzaville pour l'impliquer dans les négociations. Ce qui est avantageux pour la RDC, c'est qu'ils observent une identité de vue entre Brazzaville et Luanda. Les deux capitales semblent se préoccuper au plus haut point de l'insécurité récurrente qui sévit en RDC et par conséquent, ils se montrent soucieux d'un retour rapide et durable de la paix chez leurs voisins communs. La démarche de Denis Sassou Nguesso coïncide avec les périples qu'effectue en ces moments un envoyé d'Eduardo Santos dans le Grand Lac et autres régions d'Afrique. Comme on peut le constater, Luanda et Brazzaville se montrent solidaires vis-à-vis de Kinshasa.
Aussi se sont-ils mobilisés pour que le bon voisinage tant vanté trouve un contenu. Les observateurs avertis voient dans la mobilisation de Luanda et de Brazzaville une anticipation sur une éventuelle reprise généralisée d'affrontements entre la RDC et ses deux voisins par les biais de leur pantin de M23. Ce dernier ne cesse de multiplier des prétextes et de faux fouillons pour contourner des conclusions de Kampala. Cela en complicité avec ses deux parrains, commandités par les anglo-saxons. La première étape, on va changer de sujet. La première étape de l'opération de bancarisation de la paye des agents de l'État s'est très bien déroulée selon le gouvernement et l'Association congolaise des banques. Ce satisfait a ouvert la voie à la formalisation de cet accord. Les entreprises de téléphonie cellulaire vont-elles aussi participer à cette initiative? Daniel Moukoko Samba s'est dit satisfait des résultats récoltés. La réunion avec les banques a eu lieu au ministère des Finances. Compte rendu. À l'unanimité, les différents partenaires engagés dans l'opération de bancarisation parlent d'un large succès. La rémunération des agents et fonctionnaires de l'État se fait désormais par voie bancaire, ce qui hier était un rêve devient réalité. Après cette phase expérimentale, le gouvernement décide de formaliser l'accord signé avec les banques. À travers ce protocole d'accord, les deux partenaires s'engagent pour l'ACB à verser les salaires dans les comptes des bénéficiaires dans un délai ne dépassant pas 48 heures et faire rapport d'exécution de la paie au gouvernement et reverser, le cas échéant, le reliquat enregistré au trésor public. Le gouvernement prend quant à lui les frais de tenue de compte et la rémunération des prestataires des banques. Pour le gouvernement, il ne s'agit pas uniquement de payer les salaires par voie bancaire. Nous visons beaucoup plus que ça. Nous pensons pouvoir contribuer de cette manière à l'amélioration du niveau de bancarisation de l'économie. J'ai encore en mémoire cette maman qui m'a dit « mais je ne suis jamais entrée dans une banque ». C'est il y a quelques jours qu'elle me disait ça. La peur d'entrer dans une banque. La conviction que, en tant que fonctionnaire, je n'aurai jamais un compte en banque. C'est un peu ce mythe que nous espérons briser. Et nous demandons aux banques de considérer les fonctionnaires comme des clients à part entière. De notre côté, le gouvernement va faire de son mieux pour une amélioration progressive des rémunérations, ce qui devrait donc vous mettre aussi en confiance pour les considérer non pas comme une charge que vous impose le gouvernement, mais comme des clients de vos banques respectives. Donc nous voilà engagés dans ce partenariat que nous allons approfondir ensemble. La décision d'impliquer aujourd'hui les entreprises de téléphonie cellulaire comme troisième partenaire a été annoncée le 6 septembre dernier par Daniel Moukoko Samba. Le vice-premier ministre et ministre du budget s'est impliqué personnellement pour obtenir le succès constaté lors de cette première phase. La Banque centrale du Congo décide de maintenir le taux directeur à 6%. La décision a été prise jeudi au cours de la réunion du comité de politique monétaire. Une décision motivée par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo où les biens de première nécessité ont pris de l'ampleur, ont pris de l'envol. La stabilité du taux directeur va permettre à la BCC de garder une marge positive par rapport à l'inflation constatée dans la partie orientale de la RTC. Anita Luambois. Les trois principaux marchés des biens et services sont demeurés stables, selon Jean-Claude Massangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Sur le marché d'échange, en effet, le cours indicatif et parallèle se sont appréciés à 0,18%. Le taux d'échange s'est situé à 914 francs congolais à l'interbancaire, 921 francs congolais sur le marché libre et 922 francs congolais au parallèle. Concernant la situation qui prévaut à l'est du pays, le gouverneur de la Banque centrale du Congo se dit plutôt inquiet de l'ampleur des prix des biens de consommation dû à la rareté des produits sur le marché. Voilà qui justifie le maintien du taux directeur par le comité de politique monétaire à 6%. De l'autre côté aussi, nous voulons garder une marge de positivité par rapport à l'inflation. Aujourd'hui, nous avons 3 points de plus
par rapport à l'inflation, donc avec un taux directeur de 6%. Et nous pensons que nous devons, par prudence, maintenir le taux directeur à 6%. Nous avons encore le mois prochain pour voir comment et si il faudra bouger, par exemple, le taux directeur. Quant à la délégation du FMI qui devrait arriver à Kinshasa d'ici la fin du mois, le gouverneur de la Banque centrale du Congo compte demander une prorogation avec l'actuel programme en vue d'expliquer au FMI que la RDC a pratiqué une politique prudente en matière de bonne gouvernance. Dans l'entretemps, nous avons demandé une prorogation de l'actuel programme avec le Fonds monétaire international. L'actuel programme aurait dû prendre fin le 10 décembre. Donc nous avons écrit au Fonds monétaire international pour qu'on puisse proroger le programme. Maintenant, il y a également aussi quelques petits préalables qui ont été demandés à la partie congolaise, notamment dans le secteur minier. Il fallait pouvoir donner certains éléments pour montrer qu'il y a suffisamment de transparence et qu'il y a une bonne gouvernance dans le secteur minier. Toutefois, le gouverneur de la Banque centrale du Congo peut s'estimer heureux. La RDC peut terminer l'année en beauté avec un taux de croissance de 7,2%, un taux d'inflation sous contrôle et une monnaie stable. Clôture vendredi de l'atelier de restitution des rapports de la première phase de l'étude du pont route-rail Brazzaville et du prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Pendant 4 jours, les experts de 2 pays ont réfléchi sur le choix des sites. Maluku a été désigné pour la construction du pont route-rail et le tracé sud pour le prolongement du chemin de fer. La signature des documents est intervenue à la fin des concertations sous l'œil vigilant du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kaswechi. C'est un reportage de Élisée Bilonda Kassonga, Blanchard Kandolo. Les experts venus de 2 rives du fleuve Congo, des partenaires techniques et financiers, ont rehaussé leur présence à cet atelier des restitutions des rapports de la première phase de l'étude du pont route-rail Brazzaville-Kinshasa et du prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Ces échanges ont permis d'opérer le choix sur les sites qui vont permettre la construction du pont route-rail Brazzaville-Kinshasa ainsi que le prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Il s'agit de Maluku et du tracé sud. 2 critères globaux, notamment le critère économico-financier intégrant les contraintes physiques, techniques et géographiques, ainsi que les impacts environnementaux, sociaux et d'intégration dans les schémas des développements, ont attiré l'attention des experts. La Communauté économique des États d'Afrique centrale, organe d'exécution de ces études, et la Banque africaine des développements, principal bailleur de ces projets, ne peuvent que se réjouir de l'issue heureuse de cet atelier. Représentant la République démocratique du Congo, Fridolin Kaswechi Musoka, ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, voit en ses rapports de la première phase l'étape qui a permis de mesurer la hauteur des efforts qui seront conjugués pour la mise en œuvre de ces projets. Les efforts devront être conjugués pour trouver les fonds nécessaires à la réalisation des travaux, créer les conditions juridiques et institutionnelles pour la gestion des infrastructures et adopter toutes les mesures devant permettre un accompagnement efficace. Face à ces défis, nos 2 États sont disposés à ne ménager aucun effort et franchir tour à tour les différents obstacles qui se dresseraient sur le chemin de la matérialisation de ces projets pour le développement de nos 2 pays, de la sous-région et pour le bien-être de nos populations. Le même souhait est émis du côté de Brazzaville. Jean-Jacques Bouya, ministre délégué à la présidence et en charge de l'aménagement du territoire, en donne les grandes lignes. Vous avez opéré les meilleurs choix d'options, des choix de raison, des choix techniques et scientifiques dont la mise en œuvre donnera à coup sûr de jambes aux économies de nos 2 pays, de notre sous-région et pourquoi pas de notre continent. Les études faites par les experts démontrent clairement que le port ne peut à lui seul résoudre la fluidité du trafic. La multimodalité en serait la parfaite solution. Cette expérience a été faite dans plusieurs pays du monde. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Je vais vous retrouver le week-end prochain pour un nouveau journal du week-end. Entre-temps, restez branchés au programme de la télé républicaine. Au revoir.